Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Martial Foucault, vous êtes directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, professeur de sciences politiques à Sciences Po, spécialiste des questions de comportement électoral. Et si je vous ai invité ce matin, c'est parce qu'un débat monte sur le rôle des sondages. Par exemple, Le Monde qui écrit « Les sondages sont désormais les juges de paix de la pré-campagne, des partages entre candidats, rapport de force, émergence de personnalités, les primaires étant déjà passées de mode ». C'est Le Monde qui dit cela. Les enquêtes d'opinion sont devenues le principal arbitre de la vie politique. C'est pire pour cette pré-campagne que pour les campagnes présidentielles précédentes, selon vous, Martial Foucault? Oui, j'ai l'impression qu'à chaque campagne présidentielle, on fait le même constat. On se dit c'était pire que l'élection précédente. Et c'est vrai. Et c'est vrai, effectivement, depuis l'arrivée massive des sondages dans la vie politique présidentielle française, que je situerai à 1981, on avait eu déjà des premiers essais en 74, mais en 81, depuis, effectivement, chaque campagne voit à la fois le nombre de sondages publiés augmenter, ce qui veut dire le nombre de commanditaires augmenter, intéressés par le commentaire, le rapport de force entre candidats. La particularité pour 2017, c'est peut-être le démarrage aussitôt dans la campagne, démarrage autour de candidats, de non-candidats, et puis à 7 mois du premier tour de cette élection présidentielle, s'interroger sur à la fois est-ce que ça va durer comme ça tous les jours ? Première question. Et puis, deuxième question, au fond, qu'est-ce qu'il restera à comprendre sur ce moment un peu abîmé du rapport à la politique que chaque individu peut avoir, se dire qu'une campagne présidentielle va se résumer, va se synthétiser autour de publications et de lectures de sondages. Donc, ce qui veut dire qu'à la fois, les campagnes n'auraient plus de sens, n'aurait plus d'impact dans la désignation d'un président ou d'une présidente. Et puis, deuxième phénomène, ça veut dire que les sondages deviendraient comme une sorte de palliatif de la pensée, du débat, de la contradiction, de l'intérêt sur, j'allais dire, une opposition de programmes. Même si la vie politique s'est totalement transformée, il n'en reste pas moins que les candidats et les candidates ont des programmes, peut-être pas des longs programmes, fleuves comme par le passé, mais il y a des programmes. Et il y a un vrai risque là, pour la démocratie, pour le bon fonctionnement de notre démocratie, que les programmes, les idées ne soient plus débattues. Alors, l'un des arguments qui est invoqué contre les programmes, contre les sondages, consiste à dire que aujourd'hui ces sondages, eh bien, ils contribuent par exemple à faire choisir un candidat plutôt qu'un autre, et donc ils dérobent leur rôle au parti, ils confisquent la démocratie, que ce soit donc la démocratie finale dans les urnes, ou bien la démocratie à ses corps intermédiaires, comme par exemple le Parti socialiste, si l'on songe par exemple à la manière dont aujourd'hui la candidature d'Anne Hidalgo est considérée comme mise en danger par un faible score dans les sondages, ou bien la primaire à droite parmi les républicains. Bref, votre point de vue sur la manière dont ceci pèse pour la gauche comme pour la droite? Moi, je distinguerais deux éléments dans cette transformation, j'ose pas dire grande transformation de la vie politique, qui n'est pas seulement française, qui est dans les grandes démocraties. Ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'on voit ce phénomène où les partis, les appareils politiques s'en remettent, à mon sens, beaucoup trop souvent au sondage pour être, comme le titrait Le Monde, juge de paix, non pas de la démocratie, mais de la vie interne des organisations partisanes. Mais je rajouterai un élément, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que font les sondages à ces procédures de désignation et aussi période de campagne, sans rappeler deux choses. La première, c'est que la France n'est pas singulière dans ce concert des nations où les sondages jouent un rôle très important. Souvenons-nous de Trump pour le Parti républicain aux États-Unis. Eh bien, Trump aux États-Unis, entre 2015 et 2016, finalement, le Parti républicain est dans l'incapacité de voir émerger une figure qui s'imposerait précisément dans l'opinion publique, et voit au fil de tests, d'initiatives prises par un certain nombre de médias commanditaires de sondages, émerger la figure de Trump. Et puis un deuxième élément, dans la vie politique française, on a coutume de dire que finalement la Ve République a enfanté une forme de personnification et personnalisation de l'élection présidentielle. Et là, on voit aujourd'hui ce que cette personnalisation de la vie
politique française a permis au sondage de légitimer dans cette trajectoire. Sans personnalisation, je pense que le rôle des sondages serait beaucoup plus modeste aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le problème des partis, Martial Foucault? Parce qu'aujourd'hui, bon, il n'y a pas d'urne puisqu'on est encore à quelques mois de l'élection présidentielle. En revanche, ce sont les partis qui ont beaucoup de difficultés pour désigner leurs candidats. Oui, on l'a vu avec le parti Les Républicains, mais d'autres y sont parvenus sans forcément s'en remettre à des sondages, notamment Europe Écologie Les Verts, enfin la primaire écologiste. Les partis sont affaiblis, c'est vrai, et pour autant il y a un vrai paradoxe, parce que les partis politiques ont quand même sont nés au début du XXe siècle avec une fonction, je veux dire, presque très contemporaine, qui était de sélectionner les candidats, les meilleurs candidats pour accéder au pouvoir. Et on voit donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces formations, ces organisations ont échoué à définir les termes de l'organisation de cette sélection interne. Et donc, quand on voit des partis politiques, je citais LR, mais c'est vrai aussi pour d'autres familles politiques, alors peut-être le Rassemblement national excepté, mais pour d'autres raisons, des raisons, je dirais, très hiérarchiques dans le mode de fonctionnement de ce parti, à considérer qu'il fallait jeter un œil extrêmement avisé sur ce que dirait ou ce que pourraient dire toutes sortes de baromètres de popularité des figures de ces organisations. Et là, effectivement, on voit bien que tout cela donne du grain à moudre, en quelque sorte, à la personnification de l'élection présidentielle. Au fond, avoir des idées, d'ailleurs, c'est même pas très important pour un candidat d'épouser les idées de son parti. Il suffit justement qu'il définisse ses propres idées pour pouvoir se démarquer de ses amis qui deviennent concurrents le temps d'une primaire, et ensuite épousera ou n'épousera-t-il pas les idées de son parti. C'est l'affaire, finalement, de l'opinion publique. Mais c'est aussi un peu le problème des primaires. On le voit par exemple pour les Républicains, on a différents candidats. Ces candidats, parfois, il est compliqué de savoir comment les distinguer sur des points programmatiques. Là, c'est particulièrement confus en ce moment. Bref, on se demande comment ils vont être aujourd'hui départagés, sinon sur leur personnalité. Et c'est vrai que la personnalité des individus est parfois uniquement explorée par le biais des sondages, Martial Foucault. Oui, et d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a une forme à la fois de pauvreté et de grande insatisfaction, en tout cas pour les sciences sociales, à comprendre aujourd'hui ce qui permet de distinguer les candidats engagés dans une course au sein de leur famille politique pour être élus ou être désignés candidats, une pauvreté sur le terrain de la connaissance que l'on peut avoir des personnes. Parce que, au fond, les programmes sont une chose, mais il est aussi très important de comprendre, moi je ne cesse de répéter qu'il n'y a pas qu'une forme de rationalité, l'électeur n'est pas rationnel face aux propositions, aux idées présentées par les candidats. Se joue également un registre des affects, des émotions, tout ce qui est subjectif. Et donc là, ça veut dire que le candidat ou la candidate doit précisément réveiller chez l'électeur ce qui va construire ce lien très émotionnel entre l'électeur et le candidat. Or ça, les enquêtes d'opinion, les sondages ne permettent pas de saisir très finement le subjectif. On reste sur des grandes catégories. Enfin, on connaît tous les critiques autour de la capacité d'un répondant à être surpris, à devoir répondre par téléphone ou en ligne à une enquête et lui demandant de réfléchir à tout un tas de choses. Donc là, l'émotionnel, on peut l'émotionnel dans une enquête et l'émotionnel dans un meeting politique, dans une réunion publique, n'ont strictement rien à voir. Mais justement, est-ce que ça n'est pas une particularité française? On disait par exemple qu'avec Angela Merkel, eh bien, la politique allemande s'était mise à l'heure d'un discours ennuyeux, d'un style ennuyeux. Est-ce que en France, justement, on a du mal à se faire à ce style qui serait peut-être plus gage de sérieux? Je pose la question, Martial Foucault. Je ne sais pas si c'est gage de sérieux, mais il y a l'idée, en tout cas pour l'Allemagne, de ne pas vouloir passionner davantage le débat, la confrontation politique, et tout cela doit se dérouler dans un cadre très serein.
Moi, je pense qu'une élection politique, et en l'occurrence une élection présidentielle, c'est le moment de débattre, et parfois avec passion. Parce que si tout est rangé et tout est presque dans un écrin de naphtaline, alors oui, effectivement, là, on va profondément ennuyer et décourager un certain nombre de Français de se mobiliser. Maintenant, le vrai risque, c'est de créer artificiellement ce moment passionnel par des enquêtes d'opinion publique qui viendraient réveiller des électeurs là où finalement il n'y a pas d'enjeu particulier. Les critiques adressées au sondage, elles sont traditionnelles. On va écouter le sociologue Pierre Bourdieu sur les sondages avec, juste après, une séquence. C'est un micro-trottoir que fait Stéphane Collaro sur Antenne 2, puisqu'à l'époque, c'était Antenne 2. Le problème du sondage, c'est que on ne peut pas en lui-même, enfin ça n'a pas de sens d'en dire du bien ou du mal. Et souvent les gens posent le problème comme ça, est-ce que vous êtes pour ou contre les sondages? Bon. En fait, ça serait une question de sondage, c'est une question idiote. Bon. Et un des effets principaux que produisent les sondages, c'est d'imposer à des gens des questions idiotes, bon, ou des questions qui n'intéressent que ceux qui les posent. Bon, alors comme les gens sont polis, en général ils répondent, et par le fait de poser certaines questions naïves d'un point de vue scientifique, enfin, on produit des réponses artificielles, on produit des artefacts. Il s'agit d'un sondage là d'Antenne 2. Êtes-vous pour ou contre les sondages? Je suis contre les sondages. Et alors deuxième question, accepteriez-vous de répondre à un sondage ou n'accepteriez-vous pas de répondre? Oh, je n'accepterai pas de répondre. Dans tous les cas? Dans tous les cas. À aucun sondage. Alors je note vos deux réponses. Alors voici donc maintenant les résultats de notre sondage sur les sondages. Un sondage parfaitement objectif puisque nous avons éliminé toutes les personnes qui étaient pour les sondages. À la question, vous êtes contre les sondages, mais si vous étiez interrogé pour un sondage, accepteriez-vous de répondre à un sondage ou refuseriez-vous de répondre à un sondage? 100% des personnes interrogées ont répondu qu'elles refuseraient de répondre à un sondage, ce qui s'avère décisif et ce qui nous laissera réfléchir dans les semaines à venir. Et l'on continue de commenter les sondages avec vous. Martial Foucault, vous êtes directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. On vient d'entendre la critique que Pierre Bourdieu adressait aux sondages. Mais justement, lorsqu'on dit que ces sondages fabriquent l'opinion, bref, qu'ils ne la mesurent pas, qu'il y a des effets de rétroaction, puisque ce que l'on obtient avec les sondages pèse sur la manière dont l'opinion se fabrique, se construit, elle pèse sur le choix des candidats. Bref, cet effet de rétroaction, il est inévitable. A-t-on affaire à un instrument de mesure ou bien un instrument de création de l'opinion? Il y a plusieurs mythes autour de la... C'est très intéressant ce que vous dites sur le phénomène de rétroaction, parce que en fait, c'est la vraie interrogation. Si je prends l'actualité de l'élection présidentielle, effectivement, est-ce que des citoyens qui n'avaient pas d'avis encore ou pas de jugement politique très très fort début septembre, au moment où plusieurs sondages sont publiés dans l'espace public et qui indiquent le niveau donné à tel et tel candidat ou tel et tel non-candidat, est-ce que un mois plus tard, c'est parce que ces sondages ont été publiés que, à la fois, l'électeur est désinhibé par rapport à la possibilité de dire dans un sondage qu'il votera pour telle et telle personne. Et puis, deuxième phénomène, est-ce que on dit souvent dans une littérature, il y a deux phénomènes. On veut faire partie du train du vainqueur, ou bien on ne veut surtout pas se retrouver à l'arrière. Deux phénomènes assez intéressants parce que ça permet de dire il y a encore une chance pour le dernier. Moi, je dirais que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est, pour répondre à cette question, je suis vraiment dans l'incapacité. La littérature, dans les sciences sociales, n'a pas fait de grandes avancées pour dire oui ou non, il y a une construction de l'opinion publique par la publication. En revanche, il est important de s'interroger sur l'usage que l'on peut faire de ces sondages qui, contrairement peut-être à... Je serais plus nuancé en disant que il me semble que les sondages sont un excellent instrument. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés méthodologiquement pour être un instrument de connaissance des opinions. Mais tout dépend de la manière dont sont faits ces sondages, la formulation des questions, c'est la critique de Bourdieu. Et puis, troisième élément, aussi la manière dont on interprète ces résultats. Je trouve qu'il y a une faillite en France dans la capacité à la fois des commanditaires de ces sondages à interpréter, à lire et à avoir les éléments de confrontation avec les entreprises de sondage qui produisent pour qu'elles ne donnent pas
pour argent comptant ce qu'elles produisent comme étant la vérité vraie, avec une sorte d'illusion scientifique. Il faut débattre, il faut contester ce qui est produit. Pourquoi les sondages seraient à prendre ou à laisser? Non, il faut contester et accepter le principe que ont été produits des sondages de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, mais alors même si les sondages sont de bonne qualité, à France Culture, donc j'ai tendance à dire que l'on a du mal à commenter les sondages parce qu'on n'apprécie pas l'exercice, et si l'on n'apprécie pas l'exercice, parmi les différentes raisons, il y a de nombreux débats entre nous, journalistes, pour savoir ce que l'on fait des sondages, si on en parle ou si l'on n'en parle pas, Martial Foucault, mais l'une des raisons pour lesquelles on pourrait ne pas en parler, c'est parce que bien souvent, ils rentrent dans le cadre de ce qu'on peut appeler un pseudo-événement, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre dévoilé, il ne s'est rien passé, mais à partir du moment où ce chiffre donne tel candidat en tête ou tel autre en chute, eh bien on va commenter cette fausse nouvelle parce qu'en réalité il n'y a pas eu d'événement, et là ça n'est pas le risque que cette campagne, mais plus généralement la vie politique, elle soit constituée d'artefacts, c'est-à-dire d'événements qui sont en réalité plutôt factices et qui ne concernent pas réellement les idées, les projets, bref, quelque chose qui serait véritablement du domaine du politique. Oui, effectivement, c'est le problème des effets de cadrage de ces sondages. C'est-à-dire, est-ce que les sondages ont une capacité de mettre à l'agenda dans une campagne présidentielle, comme vous dites, des non-événements ou des événements? Parce qu'il faut faire attention, parfois il se produit des événements dans la manière de comprendre ce que l'opinion peut considérer comme une priorité d'action publique, ou ce que l'opinion peut considérer comme étant un élément qui n'est pas porté et qui est pourtant celui qui pourrait permettre de mieux comprendre comment on se politise à une élection présidentielle. Une fois dit cela, je pense qu'il faut prendre au fond les sondages pour ce qu'ils sont. Alors, on l'a dit et répété, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'on a tort, quand on fait un peu l'exégèse des sondages, de dire, souvenez-vous, en 2002, voilà ce que le sondage donnait pour Jean-Pierre Chevènement, ou en 95 pour Balladur. Bien, finalement, on a tort de dire cela. On a tort de dire ça. Mais parce que lorsque Jean-Pierre Chevènement est mesuré, je crois, en décembre ou janvier 2002, à 12 ou 13%, c'est pas parce qu'il fera 5,3% qu'en janvier, l'exercice, l'instrument de mesure, a failli. Non, il n'a pas failli. Et parce qu'il s'est produit une campagne. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, vous vous rendez compte, on est quand même dans une accélération du temps d'une élection, où au mois d'octobre, nous sommes en train de nous interroger sur ce qu'est le rapport de force, alors que tout le monde n'est pas candidat, la campagne n'a pas réellement démarré, mais qu'est-ce que nous allons raconter dans ne serait-ce que 2 mois? On va poser cette question, Martial Foucault. Un sondeur, Frédéric Dabi, il publie La fracture aux éditions des Arènes. Vous êtes directeur du Cevipof. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes pour voir s'il faut commenter les commentaires sur les sondages. 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. Et puisque l'on parle des sondages, nous sommes en compagnie de Martial Foucault, directeur du Cevipof, de Frédéric Dabi, qui est analyste politique, directeur général de l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP. Vous venez de publier avec Stewart Shaw La fracture aux éditions des Arènes. On évoque le rôle, le poids des sondages dans cette pré-campagne présidentielle. Et justement, puisqu'on parlait de nucléaire, ils sont pour ou contre le nucléaire, Frédéric Dabi, les Français? Eh ben, ils sont extrêmement partagés, et même il n'y a pas de véritable débat dans l'opinion publique. Je reprends ce que vient de dire Frédéric Seyss, parce qu'on en parle seulement pendant les campagnes présidentielles et il ne se passe rien les 5 ou 7 ans après. L'opinion n'a pas, je dirais, fait un chemin vers une maturation. On vient de réaliser une enquête pour le JDD sur pour ou contre la construction de réacteurs nucléaires. On est sur du 51-49. On a un clivage générationnel, ce que disait Valérie Giscard d'Estaing en 1980, et plutôt maintenant l'inverse, plutôt les plus jeunes, très sensibles à la question environnementale, qui sont défavorables à tout ce qui est nucléaire. Mais on a une opinion, sans doute parce que les enjeux, les clés du nucléaire ne sont pas posés dans le débat public. On a une opinion extrêmement volatile. Quand on parle du nucléaire sur la dimension sécurité, par exemple après l'affaire de Fukushima, on a une opinion plutôt défavorable. Dès qu'on parle d'indépendance énergétique et de coût de l'énergie, on a une opinion qui est pour. Voilà, il manque peut-être un vrai débat pour que l'opinion fasse son chemin. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le débat plus large sur la place
des sondages dans cette pré-campagne présidentielle est un débat qui ne devrait pas se poser, ou bien est-ce que vous vous sentez encore plus responsabilisé que lors des élections précédentes, Frédéric Dabi? Oui, nous sommes tout à fait responsabilisés. C'est vrai qu'à chaque campagne présidentielle, ça fait partie du folklore depuis 1974, depuis que le second tour a donné un écart tellement faible entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand que la place des sondages a été questionnée. Là, ça prend une importance de plus en plus grande. C'est vrai, moi je le dis sans aucun problème, il y a une sorte de frénésie des sondages, pas une frénésie sur le nombre de sondages, il y en a toujours fait beaucoup, il y en a un peu plus qu'en 2016, parce qu'en 2016, les sondages se focalisaient sur la primaire des Républicains, mais il y a une frénésie sur l'interprétation des sondages, sur l'exploitation des sondages, et nous, sondeurs, même si dès que nous publions une enquête, celle-ci nous échappe, nous avons une responsabilité en termes de pédagogie, en termes d'explication. Alors, vous venez de parler des Républicains. Alors, justement, ce parti, il vous a mandaté, vous, l'IFOP, Frédéric Dabi, pour les aider à choisir leur candidat. Mais alors, on en est où? Alors, justement, non. S'il y a eu une fausse interprétation de ce sondage qui a dit « Ah, c'est un sondage qui va désigner le futur candidat des Républicains ». Et là, c'est vrai, c'eût été un rôle dévoyé du sondage. Mais quand on a travaillé sur le questionnaire, on n'a pas voulu mettre une intention de vote. On n'a pas voulu mettre du potentiel électoral. On avait des traits d'image, des questions sur C'est du quali, comme on dit. Oui, c'est plutôt du qualitatif en termes de représentation. Et puis, ce qui était très intéressant dans ce sondage, c'est qu'il a été mené auprès de 30 000 Français pour pouvoir déduire, en gros, 15 000 personnes se sentant proches de la droite, ayant déjà voté à droite ou se positionnant à droite. Mais alors, les résultats de ce quali montraient un avantage qualitatif pour Xavier Bertrand, un regard très douloureux sur la primaire de 2016 et un petit avantage pour une désignation par le Congrès. Surtout, ça montrait que les jeux étaient absolument pas faits. Mais pourquoi un regard douloureux sur la primaire de 2016? Parce qu'elle avait trouvé un candidat, et un candidat que les sondeurs donnaient gagnant avant qu'il y ait quelques péripéties, oui. Frédéric Dabi. Oui. Mais les péripéties, elles n'étaient pas liées aux sondeurs. On ne peut pas vous accuser de tout. Oui, c'est assez gentil, merci. C'est vrai que la primaire de droite a donné un candidat extrêmement bien désigné, encore plus fortement qu'en 2011, où François Hollande avait connu une véritable dynamique post-primaire d'octobre 2011. Ce qui est vrai, c'est qu'on oublie de le dire, c'est que la baisse de François Fillon dans les enquêtes d'opinion est antérieure à ces affaires de la fin du mois de janvier. C'était lorsque les Français ont eu à connaître son programme extrêmement libéral, les 500 000 fonctionnaires de moins, les questions où ses porte-paroles n'ont pas été très clairs sur les remboursements par la sécurité sociale. Et c'est vrai que dès le mois de janvier, il était encore en situation d'être au second tour, mais il était extrêmement fragilisé avant, bien sûr, les affaires qui ont parasité et brouillé sa campagne. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le candidat des Républicains, il est désigné? Ou alors, c'était pas pour cela que vous faisiez ce sondage qualitatif, Frédéric Dabi? Non, ce sondage, c'était vraiment interroger le peuple de droite sur la primaire, sur les traits d'image des candidats. On voyait que Xavier Bertrand avait un vrai crédit en termes de stature présidentielle. Il capitalisait sur le fait que dans les enquêtes d'opinion, c'est une sorte de mise en abîme, c'était celui qui était le plus en situation de battre et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il ne fallait pas donner plus d'importance à ce sondage. Ce qui était le plus intéressant, et je pense que Martial Foucault ne me contredira pas, c'est la taille de l'échantillon. Un sondage classique, c'est 1000 à 1500 personnes. Là, on était sur 15 000. Donc, on pouvait faire beaucoup d'analyses en deuxième partie. Mais alors, on voit ce qu'on appelle la rétroaction à l'œuvre. On voit, Martial Foucault, dans quelle mesure un sondage sur les sondages pouvait peser sur d'autres sondages à venir, puisqu'il s'agissait de voir comment les adhérents des Républicains réagissaient à la cote d'un des candidats, en l'occurrence Xavier Bertrand. Votre regard là-dessus? Moi, j'ai déjà eu l'occasion, on a eu des échanges interposés avec Frédéric Dabi, d'indiquer que j'avais quelques réserves, non pas sur le fait que LR sollicite IFOP. Au fond, lorsqu'une entreprise a la possibilité de réaliser à grande échelle une telle enquête, je trouve qu'on progresse. Bon, moi, j'avais une interrogation sur le fait de choisir cet instrument pour aider à la décision. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une déclaration de presse à l'époque Christian Jacob indiquant
2 enquêtes. Alors peut-être que la deuxième a été abandonnée. Pour le moment, on a eu que Frédéric les Dabi, résultats premiers. C'est pas encore décidé. Vous n'avez pas reçu le bon de commande. Exactement. Donc, On l'attend, hein. Il peut venir. On peut l'envoyer Ce qui maintenant. veut dire que pour un parti gaulliste, il y a quand même une vraie interrogation, voire presque une ironie historique à confier à un instrument de la sorte une aide à choisir un candidat. Maintenant, il y a un élément sur lequel je pense qu'il faut énormément insister, qui est de dire, au fond, je pense que cette frénésie de sondage depuis quelques semaines, qui est plus de sondage d'une certaine manière, c'est pas très grave dans l'absolu. Ce qui est très grave peut-être, c'est qu'il y ait de plus en plus de sondages où vous avez 3, 4, 5, 6 questions, et seulement 5-6 questions, qui sont des enquêtes extrêmement commando, où il n'y a qu'un intérêt, c'est l'intention de vote, et ce qui veut dire que on a très peu d'intérêt, il y aurait très peu d'intérêt des commanditaires, et en particulier entreprises de presse, à aller chercher la manière dont finalement les citoyens se sont formés à cette intention de vote qui semblerait être le Graal absolu de la connaissance pendant une période électorale. S'il pouvait y avoir un arrêt sur cette manière de procéder, peut-être qu'on se porterait mieux et que l'ensemble des Français trouvera un intérêt, un regard différent sur ce qu'apportent en termes de connaissances ces sondages. Alors voilà, les autres critiques qui sont aujourd'hui adressées au sondage, ces critiques, elles sont anciennes, mais il y en a de nouvelles, Frédéric Dabi, qui reposent sur la manière dont les sondages sont effectués maintenant, la collecte, notamment des données qui est faite par Internet, les difficultés qu'on a de joindre les personnes sur des téléphones fixes, parce qu'il y a de moins en moins de téléphones fixes, le fait que la situation étant ce qu'elle est, eh bien, les individus sont de plus en plus incertains sur leur vote, ils ont de moins en moins d'appartenance partisane. Bref, est-ce que les sondages que l'on a aujourd'hui ne sont pas entachés par un certain nombre de biais méthodologiques ? Alors, on dit ça avant chaque élection présidentielle, et il y a 5 ans, c'était même encore plus fort, puisqu'il y avait des sondeurs en vote américain qui n'avaient pas vu la victoire de Trump, enfin, pas tous. Il y avait eu le Brexit, en France, il y avait eu la dynamique Fillon qui avait été vue, mais pas au point qu'il arrive en tête au premier tour. Moi, en termes de recueil de l'opinion publique, je le dis sans aucun problème, le passage il y a une douzaine d'années pour les enquêtes nationales du téléphone à l'Internet a constitué un progrès considérable. Pourquoi un progrès considérable? Pas seulement parce que le coût est un petit peu moins élevé, mais surtout le fait qu'il y a une plus grande sincérité des réponses. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Pas sur des questions que l'on pose, on ne peut pas savoir si les gens mentent ou disent la vérité, on ne sonde pas les consciences et c'est une bonne chose, mais sur les votes antérieurs. Le problème que les sondeurs ont connu il y a une vingtaine d'années sur le vote Le Pen était que les Français n'osaient pas dire, des Français n'osaient pas dire qu'ils allaient voter pour le Front National, avec un mode de recueil en ligne, c'est-à-dire sans enquêteurs. C'est la vraie différence avec le téléphone, avec enquêteur ou enquêtrice, et sans enquêteur. Et j'invite vos auditeurs à regarder le site de la commission des sondages où ils verront les brutes sur les votes antérieurs. On a une véritable sincérité. C'est-à-dire qu'on a parfois Marine Le Pen au-dessus de son score du 23 avril 2017. On a aussi des candidats qui sont un petit peu sous-déclarés. Ça permet de moins triturer, si je puis dire, les données et d'opérer des redressements terribles. Je donne un exemple qui m'avait frappé. Quelques jours après le 21 avril 2002, l'Institut CSA dans lequel je travaillais fait une enquête pour Libération, pour Libé. Jean-Marie Le Pen sort à 6-7% en brut, alors que 3 jours avant, il a fait son fameux 17% qui lui a permis d'arriver au second tour. De ce point de vue-là, le passage du téléphone à l'enquête en ligne a constitué un véritable progrès. D'ailleurs, on verra ce qui se passera en avril prochain, mais aussi bien en 2012 qu'en 2017, les sondages ont plutôt bien saisi le rapport de force électorale présidentielle. Oui, vous avez dit aussi quelque chose de très important, Frédéric Dabi. Comme le recueil se fait aujourd'hui par Internet, il est quasiment automatisé, les coûts sont moindres. Est-ce que ça n'est pas ça qui provoque la multiplication des sondages, puisque vous êtes moins cher? Alors, il n'y a pas que ça. C'est vrai que l'IFOP a mis en place en 2012 une enquête quotidienne, le Rolling, ce qui fait qu'à partir du mois de janvier prochain, on va sonder tous les jours. Ça transforme un sondage d'attention de vote. Et entre parenthèses, je partage ce que vient de dire Martial Foucault. C'est vrai que c'est dommage de se focaliser sur la course des chevaux, alors qu'il y a toute une série de choses à regarder en termes d'offres programmatiques, en termes d'image des candidats, même si, franchement, est-ce que ce n'est pas également très dommageable que le débat sur les chaînes d'information se focalise que sur les sondages? Ce n'est pas de la politique, c'est une sorte, oui, de mise en abîme où on regarde les sondages qui vont donner le candidat qui pourrait l'emporter dans le cadre
où systématiquement, on oublie ce qu'est un sondage, ou plutôt ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un pronostic, il n'est pas une prédiction. Et une fois qu'on aura, si je puis dire, digéré ça, je pense qu'il y aura un usage beaucoup moins frénétique des enquêtes d'opinion. L'usage des sondages, la manière de les lire, les exploiter. intervalles d'erreur, la manière dont ceci pourrait contenir des biais, est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'il y a assez de pédagogie des Français dans ce domaine, Frédéric Dabi? Nous, à l'IFOP, on essaye de le faire depuis maintenant 2011, suite à un sondage qui avait fait beaucoup d'actualité d'un de mes confrères qui avait donné, et ce sondage n'avait jamais été confirmé, Dominique Strauss-Kahn devancé au premier tour par Marine Le Pen, ça remonte à loin. Nous avions décidé de systématiquement faire figurer dans tous nos rapports, et d'ailleurs tout sondage fait l'objet d'une publication sur le site de l'Institut. J'invite vos auditeurs à aller voir. Tout est à la disposition du public. On fait figurer un tableau de marge d'erreur pour bien dire, voilà, quand je sors hier une enquête où j'ai Marine Le Pen à 16, Xavier Bertrand à 16, Éric Zemmour à 14%, le vrai enseignement de cette enquête, c'est pas cette course des petits chevaux, c'est que 3 candidats de droite et de droite extrême sont à 6 mois du vote dans la marge d'erreur. Justement, Martial Foucault, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette pédagogie. Parce que, effectivement, si la loi, aujourd'hui, notamment la loi de mars 2021, impose à ce que toute production de sondage implique la publication à la fois par le producteur de l'enquête, mais aussi les médias qui en feraient un usage, de publier les marges d'erreur, je pense qu'on se cache derrière l'idée d'une annexe méthodologique qu'on trouve, comme l'a dit Frédéric Dabi, non seulement sur beaucoup de sites d'instituts, mais aussi la Commission nationale des sondages. Mais on ne peut pas s'en tenir simplement à un tableau qui dit, voilà, le tableau, il est simple. Il dit, un sondage a été réalisé avec tant de personnes, le chiffre qui est calculé, une intention de vote, 10%, 20%, ne doit être lu qu'avec une marge d'erreur théorique donnée en annexe. Moi, je trouve que c'est totalement insatisfaisant. Ce qui me semblerait être un progrès considérable et qui permettrait à la fois peut-être de réduire l'attention sur les sondages utiles, c'est tout simplement que chaque publication ne publie pas un chiffre, mais simplement un intervalle. Et quand vous disiez tout à l'heure, Guillaume Erner, que tel sondage donne X%, en fait, ce X%, je veux dire qu'on devrait s'en moquer. On devrait simplement dire, voilà, Emmanuel Macron se situe, selon la taille du sondage, entre 18 et 25%. Et allons plus loin, parce que ça veut dire quoi? Méthodologiquement, alors même si moi je suis très très favorable à ce qu'on ait des enquêtes avec un grand nombre, parce que c'est pas l'intention de vote qui est le point névralgique d'une enquête, c'est tout ce qui se passe autour. Mais il ne faut pas oublier que passer de 1000 à 10 000 personnes, donc 10 fois plus de personnes, ne va pas dire que la marge d'erreur va être réduite de 10 fois d'autant. D'accord? C'est important. Mais ce qui est très important... La marge d'erreur, elle sera réduite de combien? Elle sera environ, si on passe de 1000 à 10 000, elle sera réduite de 2 fois, 2 à 3 fois. On fera un progrès de 2 à 3 fois. On sera sur un point d'une manière générale. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, ce fameux sondage qu'on a tous parlé il y a 10 jours, moi je suis dans l'incapacité totale de vous dire qui est 2e, 3e, 4e, 5e. Je n'en sais strictement rien. Mais qui, sauf vous, Guillaume Erner, probablement n'aurait jamais annoncé X% pour tel et tel et tel candidat. Vous auriez pris la précaution méthodologique de dire il est impossible de situer qui est 2e, 3e, 4e, 5e. Pourquoi? Parce que les intervalles de ces 4 candidats se confondent, se chevauchent. Donc, on passe à autre chose. On ne dit rien. Mais alors, dans ce cas-là, Frédéric Dabi, pourquoi tout simplement ne pas les présenter autrement? C'est-à-dire que si l'on considère qu'on a affaire à des pourcentages qui sont dans la marge d'erreur, pourquoi ne pas les mettre, par exemple, ex aequo? Non, alors on ne va pas les mettre ex aequo. Là où j'ai un point de désaccord avec... Statistiquement, ça serait exact. Oui, alors, statistiquement, on va se parler très franchement, il n'a jamais été démontré que la marge d'erreur s'appliquait à la méthode des quotas. Et on le fait par commodité. Ce qui est vrai, c'est que... C'est-à-dire, parce que là aussi c'est important ce que vous venez de dire. Oui, on a affaire à une marge d'erreur ou il y a pas, deux selon vous? méthodes pour faire des sondages. La méthode des quotas, qui est la méthode utilisée en France, parce qu'on a quelque chose qui s'appelle l'INSEE, qui est absolument extraordinaire, où on peut donner un profil de la
population à l'échelle d'un département, d'une ville, d'une circonscription, d'un canton, d'un quartier. Donc vous recréez une France en miniature. Exactement, c'est vraiment, vous avez tout à fait raison, c'est l'image de la mini-France. Et puis il y a la méthode aléatoire qui se fait nettement moins souvent, qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus coûteuse. Et c'est à partir de cette méthode que les statisticiens ont pu calculer ces intervalles de confiance et ces marges d'erreur. Par commodité, par convention, on applique ces intervalles de confiance à la méthode des quotas, dont acte. Là où j'ai un point de désaccord avec Martial Foucault, c'est un point de réalisme. Je n'imagine pas un média commentant un sondage dire Emmanuel Macron entre 18 et 25, Marine Le Pen entre 16 et 12, mais et c'est le rôle de l'Institut, et personnellement je joue systématiquement par écrit ou par oral quand j'interviens dans différents médias, c'est parler d'incertitude. C'est dire nous ne savons pas. C'est le message qu'on a fait passer hier et il y a un vrai travail à faire. Je ne crois pas complètement au fait de présenter des intervalles de confiance systématiques. On peut les présenter, mais il faut quand même laisser les points moyens. Martial Foucault. Moi, je pense que on n'a pas perdu cette bataille. Ce sont donc des générations de journalistes qui doivent être formés à ces méthodes. Aujourd'hui, il y a une déficience très très grande dans la compréhension, dans l'interprétation de ces sondages. Et donc, pourquoi c'est fondamental? Parce que quand vous êtes une entreprise de presse recevant, commanditant un sondage, vous ne pouvez pas simplement prendre ça pour argent comptant. Il faut contester, il faut comprendre, il faut confronter les résultats. Et je pense que aujourd'hui, par rapport à d'autres pays en particulier, nous avons beaucoup de progrès à faire sur la pédagogie et la formation des journalistes à ces méthodes. Et alors, l'autre élément, Frédéric Dabi, qui rend de plus en plus complexe l'interprétation des sondages et aussi le rend probablement problématique, c'est l'apparition d'un candidat qui n'est pas encore candidat, qui n'était pas un homme politique. Je veux parler évidemment d'Éric Zemmour. Et là aussi, ça doit vous compliquer singulièrement la tâche. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de référent antérieur, mais le travail que nous faisons d'attention de vote et de travail des données, pas seulement donner les chiffres, mais voir un peu comment ça se distribue, ce phénomène Zemmour, nous permet de voir, et c'est pour moi le fait majeur, au-delà qu'il soit à 14 chez nous, à 17 chez X ou à 15 chez C'est pas Y, indifférent parce que ça n'a on aucune s'est amusé importance. à regarder Ce qui compte, les chiffres, ils sont parfois très variables la même journée. ils sont très très variables sur un candidat, qui n'est pas Éric Zemmour, qui est Jean-Luc Mélenchon, où il y a des instituts qui le mettent comme le mien entre 7 et 8%, et un institut qui le met entre 11 et 13%. Je n'ai pas d'explication là-dessus. Sur Éric Zemmour, ce qui est le plus intéressant, c'est d'une part la dynamique, le fait que dans nos enquêtes, il a une intention de vote qui a été multipliée par 2 en à peine 5 semaines. Ce n'est jamais arrivé au cours des 40 dernières années pour une personne qui n'est pas candidate, comme vous le dites, et une personne qui n'est pas issue du sérail politique. Et surtout le fait qu'il arrive à puiser, en gros, un électeur sur 5 dans l'électorat Fillon et dans l'électorat Le Pen. Pour moi, c'est les choses les plus importantes à dire avant de dire est-ce qu'il va être en fait au second tour, est-ce qu'il va devancer Marine Le Pen. Pour moi, ce sont des non-événements, ce sont des informations inutiles à 6 mois du vote dans un contexte où l'offre électorale n'est absolument pas figée. Je rappellerai qu'en octobre 2016, les instituts et le mien testions de temps en temps François Bayrou, testions très souvent Manuel Valls, testions quasi systématiquement François Hollande. On sait comment ça s'est terminé. Un mot de conclusion, Martial Foucault. Oui, non, au-delà de ce non-candidat ou d'autres non-candidats, je pense qu'il pourrait y avoir à la fois une responsabilité, une forme d'autodiscipline de chacun des acteurs qui produisent, utilisent et commentent les sondages. Ensuite, il y a une forme de responsabilité, et ce que dit Frédéric Dabi, je le rejoins, c'est-à-dire qu'il y a une question véritablement politique et éthique à tester plusieurs hypothèses à 6-7 mois d'une élection. Aujourd'hui, c'était votre question, Guillaume Erner, est-ce que ne se produit pas artificiellement une candidature? C'est très compliqué de répondre avec rigueur à cette question, parce qu'à la fois, ne pas tester un non-candidat veut dire qu'il n'existerait pas. Or, il existe probablement. À quel niveau ? Personne ne le sait réellement. On voit une convergence d'instituts. Mais en revanche, le tester trop régulièrement veut dire que oui, vous contribuez à créer ce phénomène et dont on dira dans 5 mois, 6 mois, 1 an, vous voyez, tout s'est noué à ce moment-là. En fait, moi je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir à d'autres formes de régulation,
par rapport à un code éthique dans la construction des hypothèses pour éviter, parce que Zemmour, c'est pas simplement début octobre, depuis plusieurs mois, il est testé dans des hypothèses lorsqu'il n'avait absolument pas encore envisagé d'être candidat, et donc a été produit ce mouvement, et aujourd'hui, on réfléchit à la manière dont on doit travailler avec cette hypothèse, mais quand même, un peu d'autodiscipline et un peu de responsabilité politique ferait pas de mal à ce temps présidentiel. Merci Martial Foucault. Je rappelle que vous êtes directeur du CEVIPOF. Merci Frédéric Dabi. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'IFOP. Vous publiez La Fracture aux éditions des Arènes. Il y a beaucoup de chiffres très intéressants d'ailleurs dans ce livre sur la jeunesse, puisque c'est un livre consacré à la jeunesse. Voilà, j'en cite juste un entre 2007 et 2021, parce que c'est toujours intéressant les chiffres longitudinaux. Oui. Où on suit l'évolution de l'opinion publique. Les jeunes en 2007 voulaient beaucoup moins être amoureux qu'aujourd'hui et voulaient beaucoup moins être riches. Voilà, ce sont les deux données. J'en avais retenu d'autres, mais vous avez raison de les mettre en avant. Il y en a beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup de chiffres intéressants. Vous êtes le premier à le dire. Très bien. Mais merci. voilà, être riche et être amoureux, c'est aujourd'hui un idéal chez les jeunes. Alors on ne sait pas si ce sont les mêmes, hein, Frédéric Dabi. Ça, il faudra revenir pour nous le dire. En attendant, je vous présente mes camarades qui viennent prolonger l'émission. Adèle Vendrette, Arnaud Laporte, Quentin Lafay et Sandrine Trainer.